Est-ce que tu t'es déjà questionné sur l'étendue des VAX, des violences à caractère sexuel dans ton cégep ou ton université? Si je te dis que c'est une personne étudiante sur 3 au cégep ou à l'Uni qui a subi des VAX, est-ce que ça t'étonne? D'ailleurs, quand on parle de violences à caractère sexuel, ça réfère à des comportements, propos et attitudes à caractère sexuel non consentis ou non désirés, avec ou sans contact physique, incluant ceux exercés ou exprimés par un moyen technologique. Moi, c'est Léa Clermont-Dion et je m'intéresse beaucoup à la question des violences sexuelles. Alors qu'on continue notre lutte pour prévenir et combattre les VAX avec la campagne On s'écoute, cette année, on porte une attention particulière au milieu sportif. Alors, voyons comment ça concerne les sportives et les sportifs au cégep et à l'université. C'est 34 % des étudiants qui appartiennent à une équipe sportive officielle qui ont subi des VAX depuis leur arrivée au cégep. À l'université, ça monte à 42 %. L'enquête PIES dans les cégeps révèle que les athlètes sont plus de 2 fois plus nombreux à subir de la coercition sexuelle versus les non-athlètes. Mais c'est quoi de la coercition sexuelle? Ça réfère à des comportements insistants, parfois très subtils, que les gens peuvent même confondre avec du flirt maladroit. Ça peut prendre toutes sortes de formes, comme l'insistance, la pression ou le chantage pour avoir des contacts sexuels. Je te donne un exemple. Imagine un ou une coach qui dit à son athlète en riant à la blague « Wow, tes shirts te vont super bien, tu pourrais jouer plus fréquemment si tu portais ça. » On pourrait avoir tendance à se dire que c'est juste une petite blague malaisante, que c'est pas trop grave. Mais ça, c'est de la coercition sexuelle, en fait, quand ça vient d'un coach. Ça m'amène aussi à te parler du rapport d'autorité. Le rapport d'autorité, c'est quand il y a une relation inégalitaire. Une personne peut avoir une influence sur le cheminement, par exemple académique, professionnel, sportif de l'autre personne. Ça peut être évidemment les coachs, mais aussi les responsables des centres sportifs, les personnes ressources sport-études ou encore les kinésiologues et les massothérapeutes, pour ne nommer que ces exemples-là. Dans tous les cas, il faut bien retenir que le rapport d'autorité influence directement le consentement sexuel et ça le rend invalide. Je pense que c'est aussi important d'en parler parce qu'environ 10 % des étudiantes ou étudiants athlètes au cégep et 27 % à l'université ayant subi des VAX ont mentionné que l'auteur des violences était en position de pouvoir. Quand ça arrive, par exemple, qu'un athlète subit des violences sexuelles de la part de quelqu'un en position d'autorité comme son ou sa coach, ça franchit des limites dans leur relation. La confiance et la dépendance envers la personne entraîneuse sont sérieusement affectées. Et ça peut avoir des gros impacts. La personne victime pourrait avoir peur des représailles si elle dénonce une violence subie, comme perdre du temps de jeu ou déranger la dynamique de l'équipe, par exemple. Mais tout ça ne s'applique pas juste aux relations avec les adultes affiliés au cégep ou aux universités. C'est tout à fait possible d'avoir un rapport d'autorité entre deux personnes étudiantes. On peut penser aux fameuses initiations. Il y a toujours des recrues, des rookies, des vétérans. Disons qu'il y a une étudiante qui s'appelle Alex, qui vient de rejoindre l'équipe de badminton de son cégep. Puis pendant les initiations, Alex perd un jeu d'alcool. Bien là, les personnes organisatrices qui font déjà partie de l'équipe disent à Alex qu'elle doit enlever son chandail. Elle hésite, mais on lui dit que c'est ça, la règle du jeu, que ça a toujours été comme ça. Malgré son malaise à l'idée d'être en brassière devant tout le monde, Alex enlève son chandail. Il faut comprendre ici qu'Alex se retrouve dans un rapport d'autorité. Il y a une inégalité de pouvoir entre elle et les personnes faisant déjà partie de l'équipe. Alex ne peut pas pleinement consentir à enlever son chandail en raison non seulement du contexte de consommation d'alcool, mais aussi du rapport d'autorité entre elle et les vétérans et vétéranes. Ici, je ne donne qu'un exemple, mais les initiations sportives sont assez répandues dans les équipes sportives et malheureusement, certaines formules ne favorisent pas une culture du consentement libre, éclairée et continue. En fait, parmi les athlètes qui ont subi des violences sexuelles en enseignement supérieur, c'est plus d'1 personne sur 5 qui rapporte que ça s'est déroulé dans un contexte sportif comme des initiations. D'ailleurs, une étude a montré que la majorité des athlètes croient que de vivre des initiations fait partie d'être membre de l'équipe sportive. Normaliser des initiations où le consentement n'est pas respecté contribue aux violences sexuelles et les banalise. Imagine Alex. Elle veut tellement faire partie de l'équipe qu'elle se sent obligée de suivre les consignes, même si ça signifie enlever son chandail alors qu'elle n'en a pas envie. Elle pourrait penser puis se dire « Hey, moi, je ne veux pas être la fille plate qui ne le fait pas ».
Après tout, là, Alex va passer l'année qui s'en vient et peut-être plus avec ces personnes-là. C'est normal qu'elle ressente de la pression. Mais elle n'est pas obligée d'enlever son chandail pour faire partie de l'équipe et personne ne devrait la placer dans une telle position. Et là, je ne suis pas en train de dire qu'il faut éliminer les initiations. Il faut plutôt les repenser pour qu'elles deviennent des activités d'accueil et d'intégration, le fun pour tout le monde. Quand tu participes ou contribues à ces activités, pense toujours à la notion de pouvoir et à son impact sur le consentement. S'écouter, ça passe aussi par prêter attention à ces dynamiques et à s'assurer que chaque personne se sente respectée et entendue dans ses limites. Une personne sur deux qui a subi des violences à caractère sexuel, des VACS, rapporte avoir vécu des conséquences affectant sa vie. C'est ce qu'a dévoilé les enquêtes PIES et ICIMU menées dans les cégeps et universités québécoises. Je sais pas pour toi, mais moi, je trouve ça désolant comme statistique. Je m'appelle Léa Clermont-Dion et avec la campagne On s'écoute, je suis là pour te parler d'un sujet important, les violences sexuelles en enseignement supérieur. Cette année, on s'intéresse plus précisément au milieu sportif. Alors, j'aimerais qu'on parle ensemble d'impact des VACS dans le sport et de dévoilement. On imagine parfois les sportifs et les sportives comme des personnes résilientes, inébranlables et invincibles. Mais quand il s'agit de VACS, même les personnes qui pratiquent des sports avec toute leur force et leur résilience peuvent être affectées et en ressentir les impacts. Commençons par les répercussions physiques. Par exemple, la personne victime ou survivante d'une VACS peut subir des blessures. Elle pourrait souffrir d'étourdissements, de maux de tête ou de ventre. Pour les personnes sportives, c'est sûr que ça peut affecter leur parcours. Par exemple, ça arrive qu'une personne arrête temporairement ou indéfiniment sa pratique pour permettre à son corps de reprendre des forces. En plus des conséquences physiques, les victimes et les personnes survivantes de VACS peuvent vivre des répercussions psychologiques. Elles passent par toutes sortes de réactions émotionnelles. Choc, déni, peur, confusion, honte. La liste est longue. Il y a aussi d'autres impacts, comme la détresse, des troubles alimentaires, du sommeil, l'anxiété, le stress post-traumatique et parfois même des idées noires ou des tentatives de suicide. Beaucoup vivent aussi des flashbacks et rencontrent des difficultés à développer de nouvelles relations. Et pour celles et ceux qui pratiquent un sport, les impacts peuvent sérieusement influencer leur parcours sportif. Je te donne un exemple. Olivier est étudiant au cégep et fait de la natation depuis qu'il est tout petit. Il adore ça. Pendant l'été, son équipe organise un party piscine. Tout le monde est là, c'est super le fun. Le groupe fait même un tournoi de beer pong et des concours de calage. La soirée avance et à un moment donné, Olivier se retrouve seul à l'intérieur avec Mathias, un coéquipier plus vieux. Mathias commence à se rapprocher et à lui faire des avances non désirées. Il va même jusqu'à lui faire des attouchements. Olivier est pris par surprise, il ne s'attendait pas à ça et il se sent complètement paralysé. Comme plusieurs victimes de VACS, il fige, incapable de réagir. Un ami entre alors dans la pièce et Mathias arrête. La soirée continue, mais pour Olivier, rien ne va plus. Il rentre chez lui et essaie d'oublier ce qui s'est passé. Quelques jours plus tard, les entraînements reprennent. Olivier arrive à sa première pratique, mais dès qu'il met son maillot et entre en contact avec l'eau, les souvenirs de ce soir-là ressurgissent. Il fige et il panique. Il revit son agression. Il décide d'arrêter d'aller à ses pratiques. Il ne voit plus ses amis de l'équipe et commence à s'isoler. En plus de ça, il a des difficultés à se concentrer en classe parce qu'il revit souvent des épisodes traumatisants. Quelques semaines plus tard, il coule un examen de mi-session. Il obtient de mauvaises notes aux autres examens. Olivier finit par lâcher sa session parce qu'il se sent plus capable de continuer. Des situations comme celle-là sont bien réelles. Ça montre comment les VACS peuvent avoir des impacts dans plusieurs sphères de la vie d'une personne. Malheureusement, des recettes miracles quand on subit des VACS, ça n'existe pas. C'est important de toujours se rappeler que chaque personne est différente. Chaque personne victime ou survivante passe par un processus qui lui est propre. Chaque personne a son rythme et des besoins qu'il faut respecter. On doit les écouter. Ça m'amène justement à te parler du dévoilement. Le dévoilement d'une violence à quelqu'un est une étape importante pour celui ou celle qui l'a vécu.
Personne n'est obligé de dévoiler ce qu'il ou elle a vécu, mais on peut ressentir le besoin d'identifier une personne empathique à l'écoute qui donne un sentiment de sécurité. Bref, une personne de confiance. Ça pourrait être un autre membre de son équipe sportive ou encore son ou sa coach. Ça peut être difficile de recevoir un dévoilement et ses émotions sont tout à fait valides. Mais c'est important de se rappeler que lorsqu'une personne nous dévoile avoir été victime de violences sexuelles, la priorité, c'est d'offrir une oreille empathique et sans jugement et d'explorer aussi ce qu'elle souhaite ou non faire par rapport à ce qui est arrivé. Je te donne des trucs concrets. Écouter, le ou la croire, lui souligner qu'il ou elle fait bien de t'en parler, lui dire que ta porte est toujours ouverte pour discuter sans insister. Le ou la laisser s'exprimer à son rythme sans poser de questions subjectives ni d'essayer de soutirer des détails. L'aider dans la recherche d'informations et de ressources. Puis pour ça, tu peux aller sur le site onsécoute.com pour trouver les ressources dans ta région ou dans ton cégep ou dans ton université. D'ailleurs, en milieu d'enseignement supérieur, c'est 9 personnes sur 10 qui ne dévoilent pas les violences subies à son cégep ou son uni. D'après l'enquête ESIMU réalisée en milieu universitaire, c'est presque un tiers des personnes victimes ou survivantes de VAX qui n'avaient pas dévoilé les incidents à personne. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer qu'un sportif ou une sportive ne dévoile pas les VAX qu'elle a subies. Le sentiment de honte, la peur de ne pas être cru, ressentir une certaine responsabilité pour ce qui s'est passé, croire que c'est pas si grave que ça. Peu importe les raisons, il faut garder en tête que ce n'est jamais la faute de la personne victime et qu'elle peut prendre le temps qu'elle souhaite avant de dévoiler les violences subies. Et ça, c'est si elle le souhaite. Le dévoilement, que ce soit à une personne proche, à l'équipe sportive, à l'instance responsable de recevoir les plaintes, à l'établissement d'enseignement, au centre d'aide ou bien à la police, ce n'est jamais obligatoire. Mais quand la personne est prête à dévoiler, il faut être prêt à l'écouter. Savais-tu que les étudiantes et les étudiants athlètes dans les cégeps sont plus souvent témoins de violences à caractère sexuel que les autres étudiants? C'est préoccupant, tu trouves pas? Moi, c'est Léa Clermont-Dion et avec la campagne On s'écoute, on a le souhait de prévenir les VAX, les violences à caractère sexuel, en enseignement supérieur. Cette fois-ci, on se penche plus spécifiquement sur les milieux sportifs. En fait, que ce soit dans les milieux sportifs ou ailleurs, être un témoin actif, c'est une clé pour prévenir les violences. Mais ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que si on est dans une situation où on voit des VAX, où on soupçonne qu'il pourrait y en avoir, il faut agir. C'est ça, être un témoin actif. Bon, c'est bien beau en théorie, là, mais concrètement, comment on fait? Disons que Raphaël fait partie d'une équipe de basketball féminine dans son université. Son équipe vient de gagner un match. L'équipe décide d'aller au party organisé par leur asso étudiante. Ça se passe sur le campus. Raphaël et ses amis dansent, elles ont du fun. Elles se font payer des shots par des gars de l'équipe de basketball masculin. La soirée avance et Raphaël remarque que sa coéquipière Sophia a l'air pas mal proche d'Antoine. Raphaël est contente pour elle. Sophia lui avait déjà dit qu'elle trouvait Antoine pas mal cute. Mais 1 heure plus tard, Sophia titube, elle rencontre des difficultés d'élocution. Raphaël doit l'aider à marcher pour qu'elle ne tombe pas. Elle ne comprend rien de ce qu'elle lui dit. Antoine vient la voir et lui dit qu'il peut s'occuper de Sophia. Raphaël les observe et elle a un drôle de feeling quand elle voit Antoine relever la tête de Sophia pour l'embrasser. Antoine prend Sophia par les fesses, il remonte un peu son chandail, il lui caresse le bas de son dos dénudé. Raphaël commence à se dire que son ami lui semble un peu trop endormi pour ça. Bon, là, je vais faire une pause ici. Le questionnement de Raphaël est tout à fait légitime parce que Sophia est clairement intoxiquée à l'alcool. Ça veut dire que même si Sophia le trouve bien cute quand elle est à jeun, en ce moment, elle est trop ivre, trop saoule pour consentir de manière éclairée aux gestes posés par Antoine. Pour être clair, quand une personne est sévèrement intoxiquée par l'alcool ou la drogue, il n'y a pas de consentement possible. Souvent, dans les situations comme celle que vit Raphaël, on n'ose pas intervenir. L'enquête ESIPEP réalisée en 2019 a révélé que pour 9 étudiants sur 10, c'est arrivé au moins une fois qu'ils aient été témoins de violences sexuelles dans un contexte postsecondaire et qu'ils n'aient pas agi pour stopper la situation. Pourquoi on ne réagit pas dans ces situations-là? Il y a plein de raisons qui peuvent expliquer ça. En contexte sportif, la recherche montre que l'importance de la loyauté envers l'équipe et la crainte de nuire aux performances de l'équipe constituent des barrières à l'intervention. Parfois, les gens se disent « je suis pas certain que ce soit une violence sexuelle » ou « je ne pense pas que ce soit assez grave pour que j'intervienne ».
Ça peut aussi être la peur des conséquences sur soi-même ou sur les personnes en question. Par exemple, Raphaël pourrait se dire qu'en intervenant, elle pourrait nuire au rapprochement entre son ami et Antoine. Ou encore, elle pourrait craindre que Sophia lui en veuille d'être intervenue. Certaines personnes témoins de violence se disent aussi « Hey, moi, je suis pas la bonne personne pour intervenir, quelqu'un d'autre peut le faire ». En fait, c'est prouvé que plus il y a de personnes témoins, comme dans un party, moins il y a de chances que quelqu'un intervienne parce qu'on se dit que quelqu'un d'autre va le faire. Donc, Raphaël pourrait se dire que ça serait mieux si la meilleure amie de Sophia intervient. Mais même si elle n'a pas nécessairement de mauvaises intentions, en choisissant de ne pas agir, Raphaël laisse Sophia dans un environnement qui n'est pas sécuritaire. Raphaël a le pouvoir d'agir et donc d'être un témoin actif. Concrètement, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Une première option serait d'intervenir directement. Raphaël pourrait se rapprocher et dire à Antoine que Sophia a l'air de s'endormir et que ça serait plus fun si elle pouvait être consciente de ce qui se passe. Raphaël pourrait aussi dire à Antoine que ça serait le temps que Sophia rentre à la maison. Selon le contexte, intervenir avec un ou une alliée pourrait être aussi une bonne idée. C'est sûr que si on fait une intervention directe, il faut s'assurer d'être soi-même en sécurité. Par exemple, Raphaël pourrait demander à des coéquipières de l'accompagner pour aller chercher Sophia et parler à Antoine. Dans tous les cas, il faut vraiment être à l'aise de le faire et c'est pas tout le monde qui s'en sentirait capable. Heureusement, il existe d'autres moyens pour être un témoin actif. Une deuxième option serait de faire une distraction. Par exemple, Raphaël pourrait aller voir Sophia et lui dire que sa meilleure amie la cherche partout. Elle pourrait ensuite l'amener dans un lieu plus sécuritaire, par exemple en appelant un taxi. Une troisième option serait de déléguer. Ici, je ne veux pas dire d'attendre qu'une autre personne agisse à sa place. En fait, on a déjà vu que c'était une mauvaise idée parce que plusieurs personnes se disent la même chose et finalement, personne ne fait rien. Dans des parties d'associations étudiantes, il y a souvent des personnes responsables qui restent sobres toute la soirée et qui sont formées pour réagir à ce genre de situation. Donc, elles pourraient aller au bar ou encore trouver une personne qui est responsable de la sécurité du campus. Dans les bars, il y a les employés, les agents de sécurité aussi qui sont disponibles. Certains endroits ont même une accréditation « Commande un angelot ». Tu vas pouvoir les reconnaître grâce à un panneau d'information visible et clair dans les toilettes, ainsi qu'un autocollant sur leur porte. Si tu vois ce logo et que tu crains pour ta sécurité ou celle de quelqu'un d'autre, tu peux te rendre au comptoir ou aller voir un membre du personnel et commander un angelot. Un angelot, c'est quoi et c'est qui? Ce sont en fait les personnes qui sont responsables de venir t'aider du mieux qu'elles peuvent en suivant les consignes reçues lors de leur formation. Bref, plusieurs personnes dans les milieux sportifs peuvent être témoins de violences à caractère sexuel. Les sportifs, les sportives, les coachs, les spectateurs et spectatrices de matchs, les proches des personnes pratiquant les sports. Les vax peuvent survenir dans n'importe quel contexte. Un party, un entraînement, dans les vestiaires, sur le terrain. Il faut observer autour de nous. Et on a tous et toutes un rôle à jouer et chaque personne est responsable d'agir quand ça arrive. Même si les violences sexuelles sont souvent banalisées, tolérées et normalisées, on peut être un moteur de changement. Je sais que c'est difficile d'agir quand on voit quelque chose, mais c'est nécessaire pour qu'on puisse tous et toutes profiter d'une culture saine, sécuritaire et invitante. Il faut juste écouter notre petite voix intérieure quand on est mal à l'aise.